Des façades en pierre de taille, des hôtels particuliers, des villas privées hors de prix. Le 16e, c'est ça. Un petit coin de paradis où vivent 160 000 privilégiés. 8 km², coincé entre la Seine et le Bois de Boulogne. Un arrondissement calme et chic en apparence, mais qui a aussi un autre visage. Trafic de drogue, cambriolage, Bon yo, lève les mains là. raquettes, j'ai pas touché. ou prostitution. Coucou, ça va bien? Le 16e attire voleurs et escrocs en tout genre. Le plus souvent, ils viennent d'autres quartiers ou des banlieues de la capitale avec un objectif: dévaliser cet immense coffre-fort. Face à eux, les hommes de la préfecture de police, et notamment 400 policiers en civil ou en tenue qui veillent chaque jour sur la sécurité du 16e arrondissement. Jean-François, dit Jeff, l'un des plus anciens de la BAC 16. Bonne journée à tous, bonne chasse. Patrick, major de la BAC de nuit. Viens ici toi. Merci. Descends. Jean-Philippe, du GRI, groupe de recherche et d'investigation. A priori, celui qu'on a interpellé là-bas dit qu'il a du matière stupéfiante dans son slip. Hervé, capitaine du GRI. Ils sont juste à l'entrée du RER, donc il faut qu'on se rapproche rapidement parce qu'ils peuvent très bien s'enfuir. Et Greg, du GSPQ, groupe de soutien à la police de quartier. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi ces policiers un peu particuliers, les policiers des beaux quartiers. Jeff, 30 ans de police à la BAC, et un début de soirée sur les chapeaux de roue. Une agression vient d'avoir lieu. Avec Marc, son collègue, ils sont appelés en renfort. On arrive là. Il y a eu une tentative de raquette là, à 50 mètres. Et les individus se sont enfuis en courant et ils ont laissé la victime sur place et puis ils se sont posés dans un coin, donc on va les taper. Problème en cette fin de journée, les rues du 16e sont envahies par les voitures. Pas moyen d'avancer et pas question d'arriver trop tard. Seule solution pour Jeff, prendre les rues à contresens. Une fois sur place, Jeff et Marc rejoignent leurs collègues. Deux policiers qui ont assisté à l'agression, mais mauvaise nouvelle, ils ont perdu la trace des suspects. Donc les jeunes ils ont vu, ont descendu Mozart en courant. Mozart, Georges Sand, ils sont arrivés en bas, ils sont calmés, et d'un coup ils sont pris une folie, ils sont mis à courir. Et là ils prennent là à gauche, là, moi je les prends encore à gauche. Je rentre dans la rue. Qu'est-ce que tu dis à gauche là? Dans cette rue là? En face Ribera. Les jeunes tentent de sortir de l'arrondissement pour échapper aux policiers. Donc après ils partent sur le 15 là, tout ça là. Sur le 15, Versailles. Vous êtes allé jusqu'où là? Il faut y aller là. Ouais mais ça suffit pas, ça suffit. Ah ouais mais il fallait me le dire avant ça. C'est ce que Jeff redoutait. Les suspects se savent poursuivis. S'il lui fausse compagnie ce soir, il n'est pas prêt de les revoir. Une course contre la montre s'engage alors. Les policiers passent toutes les rues du quartier au peigne fin. Pendant ce temps-là, au commissariat, la victime se présente pour porter plainte. La dernière fois vous les avez vus, c'est où? C'est un étudiant du 16e, bon chic, bon genre. Il sortait dîner quand ses agresseurs lui sont tombés dessus. Ribera? 3 personnes ont commencé à m'approcher en me demandant si j'avais une clope. Donc là, j'ai répondu que je fumais pas, et puis finalement, ils ont commencé à m'emmener vers un petit coin sombre. Et là, j'ai commencé à me débattre, ils m'ont donné une baffe, et après j'ai couru vers la station de métro. Donc on va les laisser monter dans le bus. Affirmatif, affirmatif. Du côté de Jeff,
Nouveau rebondissement. Oui, absolument, il est hors de question de repartir à la courette. Hein. Les 3 suspects viennent d'être repérés par d'autres policiers là, à cet arrêt de bus. À l'arrêt de bus au feu rouge. Pour être plus discret, Jeff abandonne sa voiture et c'est à pied qu'il va les interpeller. C'est bon? C'est good, c'est good. Vas-y, ouvre. Ouvre. C'est là, je suis la police. Vas-y. En voilà un, là. Parmi les 3 suspects, ce jeune, depuis longtemps dans le collimateur de la police. Il serait déjà impliqué dans des affaires de raquettes. Tu peux ouvrir, s'il te plaît? Merci. Il n'y a pas longtemps, tout. Là, au mur. Les 3 individus nient les faits, alors les policiers tentent de les intimider. Tu sais pas pourquoi on est là? Ça fait un quart d'heure que tu cours là. Oh, c'est bon là. Oh, camarade là. Quoi? On dirait que je vous ai parlé mal. Un ton en dessous, camarade. Un ton en dessous. Ok. Alors tu te tais, ça se passe bien. Tu te tais, ça se passe bien. Mais les 3 jeunes continuent de clamer leur innocence. Notamment celui que les policiers soupçonnent le plus. Rien fait du tout. Je sais même pas. Moi, je vous ai juste dit, mon pote est parti demander 1 euro à ça. Et qu'il a cru qu'on allait l'agresser, moi j'ai rien fait et Vous l'avez frappé? Non, moi je l'ai pas frappé, j'étais bien loin déjà. Quand ils m'ont demandé 1 euro, j'étais bien loin, j'ai frappé rien du tout. On va voir ça. À chaque fois vous m'attrapez pour des trucs que je fais. Bon, de toute façon, écoute-moi bien, C'est bon, t'as récupéré là? Non, mais vous avez bien vu ce que Pourquoi tu te mets à courir? Pourquoi tu cours? Parce qu'ils ont couru, je m'excuse. Voilà. Comme un mouton quoi. Mais cette fois, le jeune homme n'échappera pas à la sanction. À force, ils vont aller en prison quand même. Ils sont jeunes, ils s'en foutent. Et là aujourd'hui, c'est du flag, donc c'est bon. C'est nickel. On va le mettre dans la voiture. Allez. Flagrant délit, les policiers ont assisté à l'agression. Ils n'ont pas besoin d'autres preuves. Les 3 jeunes seront poursuivis pour tentative de raquette. Tu ne peux pas dire de toi-même ce que tu as fait. Tu t'expliqueras devant l'officier. C'est bien. Au commissariat, les 3 racketteurs présumés sont placés en garde à vue. Bon, au suivant. Ces derniers mois, les affaires de raquettes se sont multipliées dans l'arrondissement. Pour Jeff, c'est une première victoire. Nous, on est content de l'avoir arrêté parce que il y a un moment que son signalement nous avait été communiqué. Alors aujourd'hui, là, on a donc 2 mineurs et un majeur. Pour nous, c'est une bonne affaire puisque elle peut mettre fin aux agissements de ce petit groupe depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Ce garçon de 15 ans, lui, n'a pas l'air impressionné. Il est mineur et il sait qu'il ne risque pas grand-chose. Sans doute quelques travaux d'intérêt général. Dans le 16e, il n'y a pas que la jeunesse dorée qui attire les voleurs. Il y a aussi ces superbes hôtels particuliers et ces immenses appartements de luxe. À chaque veille de fête ou pendant les vacances, les cambrioleurs viennent se servir. Ouais, c'est bien aussi. Et ce que préfèrent les malfaiteurs, ce sont ces allées privées, à l'abri des regards. Un terrain de chasse idéal. Bon, c'est de la sauce, c'est nouveau. TNC, 116 alpha. Ce soir, cette patrouille de police secours intervient chez ce propriétaire, dévalisé pendant son absence. Chaque armoire, chaque meuble a été fouillé. Pour ce chef d'entreprise, c'est la 2e fois. Ils sont passés par où? Ils sont passés par la petite fenêtre en soulevant le volet à droite. Ils ont poussé le meuble. Dérangés par le retour du propriétaire, les voleurs n'ont, semble-t-il, rien emporté. Le 16e, c'est près de 400 cambriolages par an, plus d'1 par jour. Ce soir, un homme vient d'appeler au commissariat. Ouais, TN16, Télébac 16 Alpha. Donc on se rend sur place rue Weber. Il a été réveillé par des bruits suspects dans son immeuble. Et c'est Patrick, ce policier de la BAC, qui prend l'affaire en main. C'est parti, rue Weber, Toff. On s'en va donc sur le secteur sud là, du 16e. Il vient d'y avoir un appel là, sur une petite rue où des individus apparemment tenteraient de forcer une porte. Apparemment avec des objets métalliques, donc peut-être un vol par effraction.
Pas une minute à perdre. Les policiers espèrent coincer le cambrioleur en flagrant délit. L'immeuble est situé à 2 pas de l'Arc de Triomphe, dans l'un des quartiers les plus chics du 16e. La première, c'est Margot, la deuxième. C'est tout au bout, tout au bout, tout au bout. Pour ne pas donner l'alerte, les policiers de la BAC ont garé leur voiture au coin de la rue. Avant d'entrer, Patrick laisse 2 de ses collègues au pied de l'immeuble pour surveiller les alentours. Reste à l'extérieur, là. Il doit maintenant se faire ouvrir la porte. Mais problème, l'habitant qui a appelé la police est injoignable. Voilà, il n'y a plus de requérant, on n'a plus aucun renseignement. Donc maintenant pour nous, je veux dire, il est très difficile d'établir qu'il y a eu un appartement qui était cassé, quoi. Alors en désespoir de cause, Patrick sonne chez les autres résidents. Mais vous allez le voir, les habitants du 16e, échaudés par les cambriolages à répétition, ont appris à être prudents. Attends. Oui, excusez-moi madame, je veux dire, c'est la police. On nous a appelé, il y a quelqu'un de l'immeuble qui a appelé. Donc Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je ne comprends pas. J'ai peur. Vous êtes police? Oui, c'est la police madame. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'ouvrir la porte? On va présenter la carte. Cette jeune femme finit par sortir de chez elle. Mais elle se méfie. Non, non, ne vous inquiétez pas madame. C'est la police, il n'y a pas de souci. Patrick a beau lui montrer sa carte de policier, et même son arme, rien n'y fait. Ne vous inquiétez pas madame. Madame, s'il vous plaît, venez, attendez. Alors le policier tente à nouveau sa chance, auprès d'une autre habitante. Bonsoir madame. Qui rentre chez elle en voiture. Non madame, vous inquiétez pas, c'est la police madame. Je suis le major Olivier madame, je suis le responsable de la brigade anticriminalité. D'accord? Vous avez un téléphone? Est-ce que vous pouvez appeler le commissariat? Ils vont vous confirmer madame qui je suis, il n'y a aucun problème. Madame, c'est la police. Putain. Oh la misère toi. Nouvel échec. Mais heureusement pour Patrick, un jeune homme a été plus courageux que les autres et a ouvert la porte. Bonsoir monsieur. Hélas, il n'est au courant de rien et n'a rien entendu. Alors le policier se lance dans les étages à la recherche de traces d'effraction. Rien de visible sur les portes. Pour Patrick, l'affaire semble terminée. Mais lorsqu'il redescend, surprise. Vas-y, donne ta lampe, vas-y. L'un de ses collègues, posté dans la rue, vient d'interpeller cet homme. Ouais, t'as raison, ouais. C'est bon, yo. Lève les mains, là. Caché dans les jardins de la résidence, il tentait de quitter discrètement les lieux. En laissant un policier à l'extérieur, Patrick a eu du flair. On va faire comme ça. Voilà. Quand il a entendu arriver, tout simplement, il est allé se planquer dans les fourrés tranquillement, en espérant qu'on allait systématiquement, j'irais tous rentrer dans l'immeuble et laisser l'extérieur, je veux dire, sans surveillance. Mais s'agit-il vraiment d'un cambrioleur? C'est ce que Patrick tente de savoir. Vous habitez où? L'homme n'habite pas là et son histoire n'est pas très crédible. Qu'est-ce que vous faites ici? Non, ne me prends pas pour un abruti, ne me prends pas pour un abruti. Tu viens pas fumer, je veux dire, d'où tu viens te fumer pour te cacher dans un petit jardin? Et alors, pour fumer, tu vas fumer dans un coin, c'est ça? Tu me prends pour des idiots, là? Pas du tout convaincu, Patrick va inspecter le jardin où se cachait le cambrioleur présumé. Et en passant derrière l'immeuble, il découvre ce volet roulant, légèrement relevé. Est-ce qu'il s'est pas servi de ça? Je pense que l'individu, peut-être, il a utilisé le manche à balai, là, pour lever, faire levier et soulever le rideau. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où il a été dérangé, et malheureusement, il n'a pas cassé. Donc ça va être limite, entre guillemets, si effectivement c'est lui, limite de l'accrocher, quoi. Le policier manque de preuves. Alors il cherche d'autres indices dans le jardin pour confondre le suspect. Et coup de chance, par terre, il trouve ce tournevis tordu. Un outil utilisé par les cambrioleurs pour forcer les baies vitrées. C'est pas à toi? C'est pas à moi, ça. Et puisque c'est pas à toi, il n'y a pas de souci, je veux dire. Ça veut dire que là, si on prend les paluches dessus, je veux dire, il n'est pas à toi. Hein? T'es tranquille. Bon, ben voilà. Bon, ben il est impeccable, je veux dire. Les paluches, en jargon policier, c'est la prise d'empreinte. Mais l'homme n'avoue rien. Alors pour tenter de le faire parler, le policier va hausser le ton. Non, on va aller voir justement là. S'il faut aller faire les vérifs, s'il faut aller chez toi, n'importe quoi, on va y aller, je veux dire. Okay. Tu vois? Voilà. Alors arrête de nous prendre pour un con et surtout tu montes pas le ton, je veux dire, parce qu'on n'est pas tes potes. Il faut pas que tu confondes tout, là, mon gars. Regarde-moi quand je te parle, putain, lève au moins la tête. Allez, emmène-le là.
Malgré tous les éléments troublants qu'il a relevés, Patrick le sait bien, il va devoir relâcher le cambrioleur présumé. Sans aveu, il ne peut pas prouver sa culpabilité. Le gars, il se la joue parce qu'il sait pertinemment, je le dis, il sait que de toute façon, sur cette affaire, je veux dire, c'est moi qui ai perdu. Je le sais, parce que là, quelque part, on va rien pouvoir faire tenir dans cette histoire. Donc le gars, je veux dire, il est tranquille. Donc pour nous, ça va se finir, ce sera chou blanc. Le suspect qui n'a pas ses papiers sur lui est tout de même emmené au commissariat pour une vérification de son identité. Patrick n'a pas l'intention de le relâcher aussi facilement. Et sa ténacité va finir par payer. Il découvre que le jeune homme lui a donné une fausse identité. C'est suffisant pour le placer en garde à vue. Même si, quelque part, le volet-frac, la tentative de volet-frac ne va pas tenir, au moins il va rester déjà chez nous dans nos locaux pour l'usurpation d'identité. Et puis maintenant, on va le sticker pour voir un petit peu connaître ses vrais antécédents, quoi. En consultant les fichiers de la police, Patrick s'aperçoit que l'homme a déjà été interpellé plusieurs fois pour usurpation d'identité. Ça fera un de plus à mettre sur le listing et surveiller, quoi. Donc on aura fait, pas chou blanc, à moitié chou blanc, on va dire, quoi. Voilà. Désormais, les policiers surveilleront cet homme de près. Et si un cambriolage est commis dans le 16e, ils vérifieront qu'il n'est pas dans le coup. Ce soir, ces policiers ont permis d'éviter un cambriolage. Mais ils n'ont pas pu coincer le voleur la main dans le sac. Dans quelques jours, ils auront plus de chance. Un lycée ordinaire du 16e arrondissement. À la sortie, les élèves ont tous le même look. La panoplie complète. Marque de luxe, sac griffé haute couture et téléphone dernier cri. Un étalage de richesse qui fait des envieux et attire inévitablement les racketteurs. Il y a quelques jours, Antoine, 15 ans, a été agressé à quelques mètres de son collège. C'était tout près de cette station de RER. Un adolescent à peine plus âgé que lui l'a abordé. Lui, il était là-bas dans le coin avec ses copains et il arrivait vers moi en me disant si j'avais une cigarette. Je lui avais dit que non, j'en avais pas. Et après, il a dit que ma canne à gousse était belle, c'est un anorak. Et il a ouvert et moi j'ai mis le doigt pour pas qu'il ouvre. Et il me l'a tiré et après il a ouvert. Et le portable était à l'intérieur. Et après, je l'ai suivi. Je lui ai dit de me la rendre, il m'a dit dégage sinon je t'encule connard. Et après il est parti dans le RER, je suis allé voir ses copains, ils m'ont dit qu'ils allaient lui demander qu'il me la rende à 4h30 et j'ai attendu 4h30 et je l'avais pas. Résultat, un téléphone et un blouson à 500 € envolés. Et pour l'adolescent, un véritable traumatisme. Maintenant quand je vois quelqu'un avec une capuche, j'ai peur qu'il revienne et qu'il m'insulte et tout ça, j'ai peur. 3 jours plus tard, Antoine croise à nouveau ses agresseurs et cette fois, il prévient la police. L'appel est aussitôt transmis à une équipe du groupe de soutien à la police de quartier. À bord, Greg et ses coéquipiers. Oui, c'est la policier. Dis-moi, vous êtes au RER, c'est Boulainvilliers? D'accord, ok, on arrive d'ici 5 minutes. Bah, ils sont juste à l'entrée du RER, donc il faut qu'on s'approche rapidement parce qu'ils peuvent très bien s'enfuir, quoi. C'est par là qu'ils arrivent généralement, c'est là où ils commettent la plupart de leurs vols, et donc ils peuvent repartir aussi vite. Elle est où la Les racketteurs présumés ne savent pas encore qu'ils ont été dénoncés. Ils sont toujours sur place. Les policiers n'ont plus qu'à les cueillir. Allez messieurs, vous avez combien du mec qui s'est arraché? Mais à la vue des policiers, l'un d'entre eux a pris la fuite en direction des quais du RER. Il est rapidement rattrapé et ramené vers le reste de la bande, de plus en plus énervé. Loin d'être impressionnés par les policiers, les jeunes ne se laissent pas faire. Comme vous pouvez le voir, ils sont 6. Techniquement, sur intervention, on n'est que 4, donc ils se sentent en force. Ils ont l'habitude de nos interventions, ils n'ont pas du tout peur de ça. On ne les impressionne pas, ni notre uniforme, ni rien, quoi. On est bien d'accord que si on les prend un par un, ils vont redevenir rapidement des petits-enfants qui sont. Les suspects sont mineurs
Et face aux policiers, ils se prétendent tous innocents. Le plus virulent d'entre eux, c'est ce jeune homme, avec les écouteurs autour du cou. Moi je m'en bats les reins de stars d'ici. J'en ai rien à foutre. Moi je vous ai rien fait. Moi je vais faire quelque chose moi. Moi je vous ai rien fait. Vous allez les suivre. Tu me les prends en charge, Juju? Alors pour vérifier si les 6 jeunes sont bien impliqués dans cette affaire de racket, les policiers vont demander à la victime de les identifier. C'est au commissariat du 16e que cette confrontation a lieu. Dans le jargon policier, on appelle ça un tapissage. Alignés dans une pièce, les suspects ont à la main une feuille avec un numéro. Face à eux, une glace sans teint. De l'autre côté, Antoine, l'adolescent qui s'est fait voler son blouson, vient d'arriver avec quelques amis. Il va pouvoir identifier ses agresseurs sans peur des représailles. Les racketteurs présumés n'ont pas l'air inquiets et narguent même la victime. Mais Antoine ne se laisse pas intimider. Ah ouais, il y en a un. Celui du milieu, il y était. J'en suis sûr à 100 000%. Ah ouais, ouais, je le reconnais, celui qui a les casques. Donne-moi les numéros, ils ont des numéros. Juste le 6, il m'a arrêté, j'en suis sûr que c'est lui. Le numéro 6 ? Sûr que c'est lui. Souvenez-vous, c'est celui qui clamait son innocence lors de son interpellation. Moi je m'en bats les reins de stars d'ici. J'en ai rien à foutre. Moi je vous ai rien fait. Formellement reconnu, le garçon de 16 ans est placé en garde à vue. Dans quelques jours, il sera présenté à un juge pour enfants. Faute d'éléments suffisants, les 5 autres sont relâchés dans les rues du 16e. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Très vite, ils vont à nouveau faire parler d'eux. 3 heures plus tard, 2 adolescents se présentent au commissariat pour porter plainte. Ils viennent d'être rackettés et c'est Greg qui recueille le signalement des agresseurs. Même endroit, même heure, des coïncidences troublantes. Il pourrait s'agir du groupe interpellé plus tôt dans la journée. Il y en a un qui m'a attrapé il m'a empêché de parler. Et un autre qui m'a dit portable, iPod, tout ça. Ils m'ont directement tiré l'iPod et ils sont partis en courant. Moi, à mon avis, sur lui-même, qui sont arrivés en face de moi, il y en a un qui m'a attrapé et il m'a donné un coup de poing sur la joue là. Et il m'a demandé téléphone. Et donc je lui ai donné mon téléphone et en même temps en fait, j'ai sorti un billet de 10 donc je lui ai donné. Au vu du signalement qu'il donne et du lieu, ça correspondrait quand même pas mal aux 6 jeunes qu'on a ramenés tout à l'heure pour les mêmes faits au niveau du RER. Donc là, je viens de lui poser 2-3 questions pour cibler un peu plus le signalement d'un en particulier, un des plus virulents. Et on a l'air bien raccord avec ça. Pour en avoir le cœur net, les policiers présentent aux 2 nouvelles victimes les photos des racketteurs présumés prises quelques heures plus tôt lors du tapissage. Voilà, vous avez dit quelque chose. Et très vite, l'hypothèse de Greg se vérifie. Moi, je suis sûr que c'est lui qui m'a donné le coup de poing. Ok, les 5 celui qui t'a donné le coup au visage, hein. Ouais. Je suis sûr et certainement, oui, c'est lui. Le numéro 5, un jeune homme déjà impliqué dans des affaires de racket. À peine sorti du commissariat, il aurait récidivé. Et c'est souvent comme ça dans le 16e arrondissement. C'est toujours les mêmes. C'est leur terrain de chasse, ils savent que c'est facile, que c'est bien approvisionné. Donc ils viennent régulièrement, on les interpelle plus ou moins régulièrement. Du fait qu'ils soient mineurs, une fois que la procédure est faite, c'est-à-dire la garde à vue, la procédure judiciaire, tout ça, forcément ils sont relâchés après. Donc ils vont se calmer 2-3 jours maximum. Et généralement on les retrouve sur l'arrondissement en train de tourner, éventuellement se préparer à faire de nouveaux vols, quoi. Pour cette fois, le jeune homme portant le numéro 5 ne sera pas inquiété. Ses parents lui fourniront un alibi. Mais dans le 16e, il n'y a pas que le racket qui pourrisse le quotidien des habitants. Il y a aussi le trafic de Bonjour fille. Notre ami vient tout à l'heure à 14h, faudra qu'on essaie d'y trouver un petit rendez-vous dans la semaine. Et ça, c'est l'affaire d'Hervé et Jean-Philippe, 2 policiers du groupe de recherche et d'investigation. Depuis quelques mois, ils traquent un dealer de Ils ont identifié l'un de ses clients et aujourd'hui, ils ont une proposition à lui faire. C'est bon pour cet après-midi?
J'ai vu que tu avais appelé, je t'avais laissé un message là tout à l'heure. Donc ok, donc 14 heures pétantes, t'inquiète pas, il n'y aura pas de soucis. Ok? Tout à l'heure. Fais la gueule. Ce jeune homme, qui n'est pas très enthousiaste, le voici, son casque à la main. Il sait que les policiers vont tenter de se servir de lui pour remonter jusqu'au dealer. Nous filmons l'entretien à l'aide d'une caméra discrète. Ok. Tu as acheté pour combien là, il y a 10 jours? J'ai fait 3 grammes. 3 grammes? Il te le fait à combien le gramme? 70? Et combien il te confirme qu'il arrive? Qu'il va venir effectivement? Il me dit bouge pas, c'est bon, ou voilà, il répond pas, alors je continue. Tu l'appelles ou tu envoies des SMS? Les deux. Pour le mettre en confiance, Hervé et Jean-Philippe cherchent à en savoir un peu plus sur ses relations avec le dealer. Et très vite, ils lui mettent le marché en main. D'accord. Nous, simplement, tu es simplement le lien qu'on a avec lui. Donc l'idée, nous, c'est que toi, tu prennes contact avec lui. Nous, on sera au rendez-vous s'il vient donc, dans l'endroit. L'idée, c'est de le faire venir quand même chez nous, là, sur Paris. D'accord. Et nous, une fois qu'on est en visuel, après, c'est réglé pour toi. Cette affaire de qu'Hervé et Jean-Philippe sont en train de boucler a commencé il y a 1 an, presque par hasard. C'est une affaire qui a commencé tout bêtement. C'est une jeune fille qui a eu un accident de voie publique. Et lors du dépistage alcoolémie et produits stupéfiants dans l'organisme, il s'est avéré qu'elle était positive à la... Elle a été d'accord pour nous donner des renseignements sur la personne qui lui vendait. Donc on avait un numéro de téléphone sur lequel on a travaillé, on a identifié les consommateurs et l'un d'eux serait prêt à organiser entre guillemets un petit rendez-vous avec son fournisseur. Pour inciter ce consommateur à collaborer, les policiers ont un atout. L'homme risque jusqu'à 1 an de prison pour consommation de stupéfiants. Une sanction à laquelle il pourrait échapper s'il coopère avec la police. On va voir avec le parquet pour que toi tu n'aies bien entendu rien du tout, aucune suite dans cette affaire. Ok? On verra après avec le magistrat hein, pour assurer un traitement, pas on va dire plus favorable, mais prendre en compte le fait qu'il ait collaboré avec les services de police. Vous avez passé un petit marché avec lui? C'est pas un marché, c'est un échange de bons procédés. Voilà. D'accord. Mais le beau dispositif imaginé par Hervé et Jean-Philippe va se heurter à un petit problème. Le consommateur craint d'éventuelles représailles. L'autre truc, c'est qu'il va bien savoir que c'est à cause de moi. Et à mon avis, t'es pas le seul client qu'il a. Oui, sur le moment où il rendez-vous. Ouais, mais ça c'est pas grave. Lui, il sait pas où tu habites, il te connaît pas. Si, c'est très bien, je l'ai. Quoi, tu t'es déjà fait livrer chez lui? Chez toi, mais... chez toi, pardon. Ah bon? Ah oui, c'est très bien, je l'ai. Ah, ça c'est pas... Bah, ça tu ne l'avais pas précisé, ça? Si, je vous l'ai dit. Tu l'avais déjà dit, ça? Donc tu t'es déjà fait livrer chez toi? D'accord, ah, ça c'est pas très malin. Quelques heures plus tard, le jeune homme refusera de donner ce faux rendez-vous au dealer. Hervé et Jean-Philippe devront s'y prendre autrement pour réussir leur coup de filet. 2 jours plus tard, l'affaire est relancée. Tu m'entends? Ouais, donc c'est confirmé, hein, dans 1 heure à 17h30. Ouais, dis-moi. Hervé vient d'obtenir une information. Le dealer doit effectuer une livraison cet après-midi dans le 16e. Branle-bas de combat, toute l'équipe est mobilisée pour tenter de l'arrêter. Ça y est, c'est parti. C'est Hervé qui pilote l'opération et qui est au volant du sous-marin. Ce fourgon dont les vitres arrière sont teintées pour pouvoir observer sans être vu. Toujours un petit peu d'excitation, c'est sûr, mais il faut rester professionnel en fait. Un petit peu d'excitation et puis l'envie de réussir quelque chose, oui. C'est pour le même individu. Direction l'une des rues les plus huppées de la capitale. La livraison doit avoir lieu dans cet immeuble. Le sous-marin se met en place à proximité. Et au bout de la rue, sur sa moto, Jean-Philippe doit prévenir l'équipe de l'arrivée du dealer.
Ouais, Jean-Philippe? Tu m'entends? Bon, impeccable. Tu me tiens au courant, de toute façon, dès que tu les vois passer, et puis après, tu enquilles derrière. Ça marche? Alors, a priori, ça serait Mercedes classe A, couleur grise. Et le mec, a priori, tout est caché dans son slip. Il y aura une vingtaine de pochons. Donc, faut pas le laisser se débarrasser de n'importe quoi. L'attente commence. Frigorifié à l'intérieur du sous-marin, les policiers scrutent attentivement la rue. Le dealer doit livrer ses clients avant 19 h et il est en retard. En général, il n'est pas vraiment à l'heure à chaque fois. Donc pour l'instant, on est dans les temps, quoi. Mais une heure plus tard, Hervé doit se rendre à l'évidence. Il n'a pas trop envie de se déplacer aujourd'hui, quoi. Chien. Ouais, Steph, donc on va lever, hein. Donc on va rentrer au service. On nous avait averti déjà que parfois il ne venait pas, il fallait le relancer plusieurs fois, donc c'est arrivé ce soir. Hein. On va remettre ça une prochaine fois. Les consommateurs de sont si nombreux que les vendeurs se permettent parfois de ne pas honorer leur rendez-vous. Hervé et Jean-Philippe sont bien décidés à mener cette traque jusqu'au bout. La lutte contre cette drogue, en pleine explosion, est l'une de leurs priorités. Depuis 4-5 ans maintenant, la c'est vachement démocratisé. Avant, c'était la drogue un peu jet set, tout ça. Les prix sont cassés. Il y a quelques temps, le gramme était entre 100 et 120 euros. Il est passé de 100 à 80. Et maintenant, dans certaines cités, on l'a entre 40 et 80. Donc oui, la a même dépassé le... Dans quelques jours, Hervé et Jean-Philippe monteront un nouveau dispositif. Et cette fois, le dealer sera au rendez-vous. Bouge pas. C'est bon, c'est bon. Tourne-toi. Lendemain matin, nous retrouvons Jeff, le policier de la BAC, dans le quartier de Passy. Ce quartier, il le connaît comme sa poche. Et il le sait, ici, l'étalage des richesses excite les convoitises. De jour comme de nuit, les cambrioleurs sont au travail. Et avec ses 30 ans d'ancienneté dans l'arrondissement, Jeff n'a pas son pareil pour les repérer. Christophe de Jeff. Il parle, Jeff. Ouais, ça fait combien maintenant? 10 minutes, un quart d'heure qu'il est dedans? Ouais, facile, 10 bonnes minutes, voire un bon quart d'heure. Bon, ok, on peut penser que c'est positif. Ce matin, Jeff et son équipe ont pris en filature une vieille connaissance, un cambrioleur de cave. L'homme vient de s'engouffrer dans un immeuble haussmannien de cette rue Cossu du 16e arrondissement. Là, on l'a vu là, en passant dans la rue. Donc on a pris tout de suite la surveillance derrière lui. Et aussitôt, il a commencé à faire plusieurs immeubles. Et à peu près Jeff espère prendre ce cambrioleur en flagrant délit. Faut y croire, quoi. Alors, en attendant qu'il ressorte, les policiers de la BAC se cachent où ils peuvent pour surveiller la porte de l'immeuble. Patricia a trouvé refuge dans ce car de tourisme, stationné là par hasard. Christophe, son collègue, est un peu plus loin, caché derrière des voitures en stationnement. Le piège est en place. Une super vue là. Là ça commence à durer un peu, donc en général c'est bien quand ça dure. Parce qu'ils travaillent. 20 minutes plus tard, le cambrioleur sort de l'immeuble. Affirmatif, il part en courant, direction. Il a un caddie à la main et il est manifestement très pressé. Ça y est, il s'est arrêté. Serre-le, je te dis, serre-le. Mais quelques mètres plus loin, sa cavale prend fin. Salut mon poulet. Voilà, le plat est fait. Yeah, mon pote. Vas-y. Vous tournez s'il vous plaît. Tu nous reconnais, Pépère? Les mains derrière le dos. Apparemment, l'homme vient de s'attaquer à une cave. Voilà ce qu'il nous fallait. Moi, je te disais qu'il y avait du bon. Regarde-moi ça. Du Lalande Pomerol. Sympa. Champagne, grand cru. Au total, une vingtaine de bonnes bouteilles sont retrouvées dans ce caddie. Et Jeff y découvre aussi l'équipement du parfait pilleur de cave. Un burin, une petite lampe évidemment pour se diriger dans les caves, quand même, qui éclaire bien. Et puis un bon vieux tournevis, ça lui suffit, largement. Donc voilà, on a le flagrant délit. On va redescendre sur place pour aller voir où ça a été cassé. Bon, tu vas nous montrer comme l'autre jour où c'est, hein, on va éviter de perdre du temps. Voilà, hein. Allez, on y va, hop, c'est parti. C'est dans la poche. Yeah. Les policiers savourent leur victoire. L'homme est un multirécidiviste. Et avec ce flagrant délit,
il est sans doute hors d'état de nuire pour un moment. Mais encore faut-il obtenir ses aveux. Donc là, tu as les traces de pesée qui sont juste là, d'accord? Il a un tournevis et donc il force la porte au niveau de la serrure pour essayer de l'ouvrir en fait. Et là, il a réussi à l'ouvrir. Voilà pourquoi les policiers rejouent avec lui toutes les étapes du cambriolage. Ensemble, ils prennent le chemin des caves. Et comme dans tous les vieux immeubles du 16e arrondissement, ils tombent sur ces fragiles portes en bois. Ah ouais, d'accord. D'accord. Donc voilà, il est rentré dans cette cave-là. La serrure en bas. Donc il a arraché une planche. Il a arraché une planche pour enlever la serrure de derrière. Après avoir arraché la serrure, le voleur n'avait plus qu'à se servir. À l'intérieur, uniquement des grands millésimes. Il y en a pour des milliers d'euros. T'as pris où? T'as pas touché plus loin là-bas? Que là? Le voleur n'a pas choisi le 16e arrondissement par hasard. Il est quasiment sûr de trouver des belles caves à vin. Les gens ont les moyens d'avoir de bonnes bouteilles. Et puis, monsieur est un spécialiste de ce genre de vol. Voilà, il s'est spécialisé là-dedans. Pour les ventes? A priori, on est d'accord. C'est pour de la vente, hein, bah voilà. L'homme ne peut que reconnaître les faits, d'autant qu'il va vite s'en apercevoir. Les policiers savent tout de son emploi du temps de l'après-midi. Tu as fait tout le square Renoir, tu n'as pas réussi à rentrer à une, deux, tu es rentré à la troisième, tu es ressorti, tu étais rentré avant au 24, et après tu as essayé de rentrer sur 18-16 et tu es rentré au 12. Voilà. Tu vois, on t'a pris depuis l'angle Renoir là. Je te vois passer avec ton caddie et tout, et j'ai dit putain, c'est lui quoi, je t'ai reconnu. Donc voilà. Écoute, c'est le jeu, mon pauvre Lucien. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais bien que t'es pas un méchant gars, mais voilà, c'est comme ça. Entre les policiers et ce voleur habitué du quartier, presque de la sympathie. Mais pour ce vol avec effraction, l'homme risque 5 ans de prison et jusqu'à 75 000 € d'amende. Arrivé au commissariat, il est tellement familier des lieux qu'il n'a même pas besoin de Jeff pour lui montrer la route. Quoi, le chemin? Alors pourquoi cet homme prend-il tous les risques pour quelques bouteilles de vin? Quelle est son histoire? À qui revend-il son butin? Son audition va nous l'apprendre. Ensuite, les bouteilles, t'en fais quoi? Tu les vends? Oui. Tu les revends où? Je les revends sans Et à quelqu'un de précis ou? des prostituées. Dans la rue? L'homme avait déjà fait son calcul et savait combien ces bouteilles allaient lui rapporter. Bah 120 € à peu près. Ouais, du tout. Et voilà pour quelle raison il avait besoin de cet argent. Parce que j'aime le quoi, tout simplement. Et que j'ai pas suffisamment d'argent pour m'en payer. Et par semaine, il te faut combien de grammes alors? 2-3 fois par semaine, ça fait 1 gramme à peu près. 3 fois par semaine, ça fait qu'il te faut entre 90 et 150 € par semaine quoi. Tu es marié, célibataire? Avec ce vol, le toxicomane avait tout juste de quoi se payer sa dose pendant une semaine. Une semaine de drogue qui pourrait lui coûter 5 ans de prison. C'est le jeu en même temps, hein. Si on se fait avoir, on risque d'aller en prison, donc à force, je vais y aller quoi, si je continue. Vous en avez déjà fait? Oui. À cause de son addiction au l'homme pille les quartiers chics depuis des années, comme le montre la longue liste de ses passages au commissariat. Il y en a un paquet là. Ah bah ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je crois qu'il y en a 33. 16, 17, 18, 19. Un palmarès impressionnant pour ce père de 2 enfants devenu marginal. Cette fois, la justice a décidé de le sanctionner. Le petit voleur de cave sera condamné à 3 mois de prison ferme. La drogue en ce moment, c'est aussi ce qui mobilise 24 heures sur 24 le groupe de recherche et d'investigation. Ça vous fait comme l'autre fois, même équipe?
Ce soir, Hervé et Jean-Philippe vont peut-être enfin interpeller le dealer qu'ils recherchent depuis des mois. Pour ça, même dispositif que la dernière fois. Hervé au volant du sous-marin et Jean-Philippe sur sa moto. Le dealer doit faire une nouvelle livraison chez l'un de ses clients du 16e. Pour les policiers, c'est peut-être l'occasion de conclure cette longue enquête. L'idée, c'est que effectivement ça se fasse pour récompenser le travail qui a été fait. Donc on va voir. Le sous-marin se gare au pied de l'immeuble du client. Jean-Philippe est en place. Hervé donne les dernières consignes à son équipe. Ouais, donc en fait, les gars, ils vont arriver dans une petite micra, a priori. On les laisse descendre de la voiture. Et dès qu'ils arrivent au niveau de la porte de l'immeuble, ben, on sort pour les contrôler. OK ? De toute façon, dès que je le vois traverser, moi, je vous donne le bip et on le serre. Hein. 18h, heure d'affluence dans le quartier. Pour les policiers, très facile de se fondre dans le décor. C'est la bonne heure, il y a du monde de partout, c'est bon. C'est bien, c'est bon. Et après une heure d'attente, Hervé repère le véhicule des suspects, avec 3 hommes à bord. Pour l'instant, Steph, ils se sont mis en warning de l'autre côté sur la droite, un peu plus haut que nous. Hein. C'est une micra sur la droite en warning. Il y a un grand black qui sort, on va laisser passer le camion, et puis nous on le serre direct. Commencez à vous rapprocher doucement. L'idée est d'interpeller les 3 hommes au plus vite, pour qu'ils n'aient pas le temps de se débarrasser de la drogue. C'est bon, je vois ça. Vas-y. Tranquille. Police. Bouge pas, bouge pas. C'est bon, c'est bon. Tourne-toi, tourne-toi. Tourne-toi. Tes mains, tranquille. Tes mains, tranquille. Tourne-toi, tourne-toi. Allez, bouge plus. Tranquille, tranquille. Le dealer présumé est rapidement maîtrisé. C'est maintenant à Jean-Philippe de passer à l'action. Il se lance vers le véhicule des suspects. Il est équipé d'une caméra cachée. Et lorsqu'il arrive, ses collègues braquent leurs armes sur les occupants de la voiture présumés dangereux. Une interpellation l'arme au poing, en pleine rue. Pas si paisible que ça, le 16e arrondissement. En quelques minutes, les 2 suspects sont menottés. Quelque chose sur toi? De son côté, Hervé fouille celui qui était chargé de la livraison, à la recherche de la drogue. Comment t'es où? Allez, tourne-toi, dépêche-toi. C'est où? Dans le dos? Mais elle n'est ni dans son dos, ni dans ses poches. Le dealer l'a cachée ailleurs. Allez, remets debout tranquille. Lève-toi tranquille. Allez. Alors lui, on va le mettre dans leur voiture. On va le ramener comme ça. A priori, celui qu'on a interpellé là-bas dit qu'il a du matière stupéfiante dans son slip. Donc on va vérifier tout ça au service. Messieurs, bonjour. Pour l'instant, les policiers ignorent le rôle exact de ces 2 hommes qui l'accompagnaient. Ils sont eux aussi emmenés au commissariat. C'est bon? Alors Stéphane, amène Amandéo. Pour déterminer le rôle de chacun, direction les bureaux du groupe de recherche et d'investigation. Jean-Philippe et ses collègues s'occupent d'abord des 2 passagers de la voiture. Et en les fouillant, ils font des découvertes troublantes. Mais t'as combien de téléphones exactement sur toi? Ah, ça c'est pas à moi tout ça. Bah toi, c'est trouvé sur toi, mais c'est pas toi. C'est pas tout ça, pas tout ça. Il y en a 2 qui sont à moi là. Parce que je viens de sortir, j'ai... Ça, c'est pas à moi, c'est pas à moi, ça c'est pas à moi. Ça, c'est à moi, ça c'est à moi. Sur la table, pas moins de 6 téléphones. Pour un dealer, c'est le meilleur moyen de brouiller les pistes et de ne pas être repéré par la police. Autre indice qui les accuse, une belle somme d'argent en liquide retrouvée dans les poches des suspects. 1280 €. Voilà, retrouvé sur l'un des individus et l'autre, on a 7 billets de 50 et un billet de 20. 1650 € au total. Les 3 hommes vont devoir s'expliquer sur la provenance de cet argent. Yes. L'affaire se présente bien, Alors. mais il manque encore la preuve essentielle, la... Et cette fois, c'est Hervé qui va se charger de la fouille. Assis-toi sur celui-là. Ça va se passer dans cette pièce, à l'abri des regards.
Voilà. Quelques minutes plus tard, dans cette caisse, voici enfin la preuve qui leur manquait. Donc nous avons retrouvé dissimulé dans son caleçon. Donc nous avons donc 2 grammes plus 2 grammes plus 1 gramme. 5 grammes, l'équivalent de 400 €. Assez pour envoyer l'affaire devant les juges. Une satisfaction pour Jean-Philippe après des mois d'enquête. 1 an, quasiment jour pour jour. C'est un aboutissement. On bosse pendant 1 an sur une affaire. Moi, je suis content. Jean-Philippe est heureux, mais l'affaire ne s'arrête pas là. Il est bien décidé à remonter la filière et à découvrir ce que cache la quinzaine de téléphones portables saisis sur les suspects. Vous allez voir que dans cette affaire de les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. Un message, coucou, je suis de retour avec la bombe atomique. Dans la seconde partie de ce reportage, vous découvrirez aussi comment la prostitution s'invite aujourd'hui dans les salons de massage du 16e arrondissement. Et enfin avec Jeff de la BAC, vous verrez que dans le bois de Boulogne, ce sont parfois les prostituées qui aident les policiers à prendre les voleurs la main dans le sac. On a assez rigolé, hein. Moi j'en ai ras-le-bol de courir derrière toi comme un con, là. Allez, à tout de suite. Retour au commissariat du 16e. Après avoir interpellé l'organisateur présumé d'un réseau de Hervé s'apprête à perquisitionner son domicile. Direction le 18e arrondissement. L'homme prétend habiter chez ses parents, une technique souvent utilisée par les trafiquants pour protéger leur véritable adresse. Bonjour monsieur, c'est la police. Vous êtes le papa des... Vous fait une petite perquisition tranquillement. Voilà. Vous avez une pièce d'identité ici, vous, monsieur, s'il vous plaît? Tiens, on va aller voir qui c'est qu'il y a dans la chambre là-bas. Tiens, Samy, va voir, là-bas dans la chambre, hop. Qui c'est qu'il y a? Hervé cherche à savoir où se trouve la chambre du dealer présumé. C'est où Tu dors dans le salon, enfin là? Tes affaires, tu les mets où? Ici, là? Bon, on va regarder vite fait. Le jeune homme dormirait dans le salon et entreposerait ses affaires dans cette penderie. T'as de la matière un peu chez toi ou pas? Rien du tout. Rien du tout? Les policiers ne trouvent rien. Pour Hervé, il est de moins en moins probable que le jeune homme vive ici. Il habite pas ici, Si. Il habite ici? Il dort ici, il nous dit, dans le salon? D'accord. C'est un clic-clac. C'est un clic-clac, d'accord. Merci, monsieur. Comme Hervé s'y attendait, la perquisition n'a rien donné. On n'a rien trouvé, mais c'est assez souvent comme ça, c'est le domicile des parents, donc... C'est-à-dire? En général, il n'y a rien de particulier chez les parents, ils ne laissent rien chez eux. Pendant ce temps-là, à l'autre bout de Paris, tous les espoirs reposent sur Loulou, un chien policier spécialisé dans la détection des stupéfiants. C'est lui qui va maintenant inspecter le véhicule des dealers présumés. S'il y a la moindre trace de drogue, elle ne lui échappera pas. C'est où? C'est là. Je sais pas ce qu'on doit là. C'est bien mon loulou. Voilà mon loulou. C'est ça, c'est bien mon loulou, il fait son marquage. C'est bien. Allez loulou. Donc le chien marque à quel endroit? Entre les deux sièges. D'accord. Ok. Il a fait un marquage au niveau du siège avant droit. En fait, il a localisé un produit auquel il était sensibilisé. Alors, je ne sais pas ce que c'est, ça peut être des racines de... C'est sans doute là que la était cachée avant la livraison. L'intérieur du véhicule est fouillé de fond en comble. Mais les policiers ne trouvent rien. En matière de il n'y a que dalle. De retour après la perquisition, le dealer est interrogé par Jean-Philippe. Par mois, tu vends combien? Face aux preuves qui l'accablent, il reconnaît vendre de la drogue depuis plus d'1 an. Mais il reste vague sur l'endroit où il s'approvisionne, une cité en banlieue parisienne. T'achètes tous les combien? J'y vais 3 fois par mois. 3 fois par mois. Alors comment sont les mecs à qui tu achètes? Ils sont cagoulés. Ils sont là-bas. Souvent, c'est pas les mêmes personnes, parce que leur voix elle change. Et voilà. Ça se passe comment? Ça se passe, j'arrive dans la cité. Tu sais où aller? Je sais où aller. La cité exactement, je sais pas comment elle s'appelle.
il y a un trou, je demande ce que je veux, je vois que sa main, il passe et puis voilà. Le dealer n'en dira pas plus sur ses fournisseurs. En revanche, les nombreux téléphones trouvés sur lui vont être beaucoup plus bavards. En fouillant dans la mémoire de ses appareils, Eric va trouver toute une série de numéros, certainement les clients du dealer. Il y a même des dizaines de messages, comme celui-ci, particulièrement explicites. Un message donc envoyé le 30, alors pareil, 30 janvier 2008, à Alexis et Hello. Donc coucou, c'est mon nouveau numéro, je suis de retour avec la bombe atomique. Donc la bombe atomique, je pense que c'est du stup. C'est quoi comme stup? C'est de la coke. Donc tu envoies ce message à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19... Au total, sur les répertoires de tous ces téléphones, les policiers trouvent plus de 200 numéros de consommateurs. Ceux qui apparaissent le plus souvent sont convoqués l'après-midi même au commissariat. Bonjour. Vous connaissez Oui, non. Votre numéro sort dans son répertoire téléphonique. Donc par rapport à cet élément, j'ai besoin de vous entendre là-dessus. Parce que j'explique, vous n'avez pas trop le choix en fait. Ok. Voici l'un des nombreux clients du dealer. Un chef d'entreprise d'une cinquantaine d'années. Et la situation le met très mal à l'aise. J'ai un enfant en bas âge, j'ai une famille, quoi, donc j'ai pas envie d'être mouillé dans un truc comme ça. J'ai pas envie qu'on soit au courant non plus que ça m'arrive de prendre de la de temps en temps. Par semaine, j'en prends environ entre 300 et 400 euros. Ça équivaut à 5-6 grammes. Je gagne bien ma vie, alors je peux me permettre, sans faire de trou dans le budget. Allez, hop. Selon la loi, les consommateurs de stupéfiants risquent 1 an de prison et 3 750 € d'amende. Mais en réalité, ils sont rarement condamnés. Le plus souvent, la justice les oblige à se soigner. Si Jean-Philippe convoque cet homme, Bon, je vais aller droit au but. c'est surtout pour qu'il identifie le dealer. Parce que lui, tu connais. Ouais. C'est Vas-y. Formellement Formellement. C'est noté. Pour Jean-Philippe, l'affaire est maintenant terminée. Le dealer et l'un de ses complices présumés sont conduits en prison. Aujourd'hui, ils attendent leur procès et risquent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Le 16e, c'est aussi un étonnant mélange des genres. À côté des belles façades haussmanniennes et des gens qui y vivent, il y a le bois de Boulogne, 850 hectares de verdure. Ceux qui le fréquentent sont nettement moins habillés. C'est aux policiers du 16e qu'il appartient de surveiller ce haut lieu de la prostitution. Mais aujourd'hui, le phénomène nouveau qui les préoccupe le plus, c'est ça. Les salons de massage. Leur nombre a triplé en 5 ans dans la capitale. Et ils confondent parfois massage et prestations sexuelles. Ce matin, Greg, Olivier et leurs collègues du GSPQ mènent une opération coup de poing avec l'URSSAF. Leur cible, les salons chinois. Ils se multiplient ces derniers mois et cumulent parfois prostitution déguisée et travail dissimulé. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, c'est la police. Oui, petit contrôle, il y a qui aujourd'hui? Aujourd'hui, pas de clients. Le salon est vide. Mais en poussant une porte... Bon, mesdames, police. Ouais. Parlez français? Greg tombe sur 3 jeunes femmes. L'une d'entre elles n'a pas de papier. Selon la patronne, elle ne travaillerait pas sur place et ne ferait que passer. Donc elle travaille ici, la jeune Non, fille. c'est sûr, elle n'a pas travaillé ici. Ah bon, elle travaille pas, mais elle met son sac dans le placard. Elle mange avec vous. Oui, ah ben, elle est partie. Oui. Demandez-lui papier à la dame alors. Non, elle c'était Non, vous lui demandez, c'est pas ce qu'on vous demande. Vous lui demandez ses pièces d'identité. La jeune femme prétend ne pas parler français, mais Greg a une arme secrète, un dictionnaire de traduction. Ouvrez le placard. Je vais trouver un truc. Tiens, madame. Madame, tiens, papier, papier. Et elle le sait qu'elle n'a pas le droit d'être en France. Elle n'a pas de papier pour être en France.
Demandez-lui, elle le sait très bien, mais dites-lui que nous on le sait. Soumission. Ah bah ouais, Voilà, on apprend des trucs, oui. Ici, une enquête aura sans doute lieu pour infraction à la législation du travail. À cause de la crise qui frappe le textile ou l'alimentaire, la communauté chinoise s'est recyclée dans le massage. Et dans ce second salon, Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien. Greg et son équipe vont trouver ce qu'ils cherchaient. Au fond de ce couloir, un client un peu embarrassé. C'est marqué salon de massage, c'est massage, c'est pas une maison de cause. Voilà, il doit y avoir aucune prestation sexuelle. C'est marqué d'ailleurs sur leur règlement, et puis voilà. Moi, je considère qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui se passe comme ça pour moi, je me dois de payer quelque chose et j'ai donné 60 €. D'accord. En plus. L'homme a payé un supplément et il avoue avoir bénéficié d'une prestation sexuelle. Un service interdit qui n'est évidemment pas indiqué sur la liste des massages proposés. Non, mais qu'il y avait une prestation sexuelle en fait. Au début, bon, il voulait pas nous le communiquer, ce qui est normal. Donc là, il commence à reconnaître, il nous donne les tarifs, etc., ce que les filles ont fait, et puis voilà. Mais même si le client a avoué, pour les policiers, la preuve n'est pas suffisante. C'est maintenant à la brigade de répression du proxénétisme de mener une enquête plus poussée. On n'a rien constaté visuellement, on a bien vu qu'il était dans une salle de massage. Il était quasiment rhabillé quand on est arrivé avec une dame. Bon, effectivement, après ces déclarations qu'il donne, on ne constate rien. Donc dans l'immédiat, il n'y a pas de flagrant délit. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que ça va être retranscrit sur un rapport d'intervention et ça sera transmis au service compétent qui estimeront si oui ou non. Il faut surveiller plus particulièrement cet établissement pour ça. Si les salons chinois sont dans le collimateur des policiers aujourd'hui, d'autres, installés depuis bien plus longtemps dans le 16e, proposent presque ouvertement des prestations sexuelles. Démonstration en caméra cachée. À peine entrée dans ce salon, la patronne des lieux nous annonce, sans détour, la liste de ses spécialités. Alors, le massage complet avec finition manuelle 100 €, finition buccale 140, body 180 ou 200. D'accord. 200 à 200 € pour ces séances très particulières. Nous demandons un simple massage et c'est entièrement nu que la patronne exécute la prestation. Et pour les clients qui souhaitent des massages bon marché avec prestation sexuelle, elle a un petit conseil. Quand vous voulez, je vous dis si vous voulez, je vous le dis, hein, je ne devrais pas dire que je suis sympa. Il faut aller chez les Chinoises. Les Chinoises, elles vont vous garder 1 heure pour 50 €. Ah bon? Manifestement, le phénomène prend de l'ampleur. À Paris, selon la police, 2 salons de massage sur 3 pousseraient la séance de relaxation aux limites du plaisir masculin. Mais il y a un endroit dans le 16e où la prostitution s'exerce à ciel ouvert. C'est le Bois de Boulogne. Et ici, l'objectif des policiers, ça n'est pas de la faire disparaître, mais de la contrôler et de la rendre moins visible. Étant donné qu'il y a longtemps qu'on l'a pas fait, on peut essayer, ouais. Alors régulièrement, Jeff, le policier de la BAC, interpelle les prostituées pour racolage. En France, la prostitution n'est pas interdite, mais le racolage, lui, est puni de 2 mois de prison et 3 750 € d'amende. Aujourd'hui, le policier et ses collègues ont ciblé un transsexuel brésilien qui travaille dans cette camionnette jaune. Équipé d'une caméra cachée, nous suivons l'opération. Là, on vient de voir qu'il y a un client qui est monté à bord. On va essayer de réaliser le racolage. Ça sort, juste ça sort, c'est sorti. Le client, le voici. À peine sorti de la camionnette, il se retrouve face au policier. Et il n'est pas très à l'aise. Bonjour. Bonjour. N'ayez pas peur. Non, vous inquiétez pas, on va prendre une position pour... Le transsexuel, en revanche, le prend beaucoup mieux. Salut. Ça va? Pas la grippe? Pour lui, c'est la routine. Ton tour. C'est comme ça, hein. Voilà. C'est ça, la voiture. Plusieurs fois par an, les policiers embarquent les prostituées au commissariat pour un petit rappel à la loi. Mais Jeff doit encore prouver le racolage. Pour ça, il doit faire avouer au client
que le transsexuel lui a demandé de l'argent. Je me suis arrêté, je pensais que c'était une femme, déjà c'était un homme. Oui, comme ça, c'est pas n'importe qui. Oui, on s'en fout. Ça peut être n'importe qui. Et alors, on ne cherche pas à savoir, on n'est pas... Ça peut m'aller, j'ai des problèmes. Ce qu'on veut savoir, simplement, c'est le montant de la prestation qui vous a été offerte par la demoiselle. C'est tout. Que vous ayez consommé ou pas, nous, ça ne nous regarde pas, à la limite. Vous voyez ce que je veux dire? On m'a demandé 40 €. Bon, ouais, ça, c'est notre... Vous allez pour 3 minutes, et nous, on s'occupe du reste. Des prestations sexuelles tarifées, le racolage est constaté. Pendant qu'un policier prend la déposition du client dans cette voiture, le transsexuel, lui, est emmené au commissariat. Mais il ne risque pas grand-chose. La justice est souvent clémente et la loi rarement appliquée à la lettre. Bon, c'est pas méchant, les procédures de racolage, bon, très souvent, bon, elles sont laissées libres. Elles sont laissées libres, bien sûr. Alors, elle peut avoir une convocation au tribunal, petite amende, au maximum une petite amende. Il n'y a jamais eu de peine de prison pour le racolage. Coucou, ça va bien? Bien, bien. Alors? Après 30 ans de service dans le 16e, Jeff connaît toutes les professionnelles du Bois de Boulogne. Et avec elles, il entretient des rapports cordiaux. Non, t'as pas trop froid? Un petit peu quand même. Bon. Tu repars quand? Tu pars pas en vacances là? Et s'il est aussi amical, c'est un peu intéressé. Tu pars au pays? Ces prostituées savent tout ce qui se passe ici et rien ne leur échappe. T'as pas eu de mecs qui sont venus te proposer de la drogue, choses comme ça? Ok. Bon. Bah écoute, à bientôt. On essaie de garder un bon contact avec les prostituées qui sont source aussi de renseignements pour nous. Coucou, ça va? Car le problème, c'est que le bois attire aussi des délinquants de tout poil. Voleurs, agresseurs ou trafiquants. Ce matin, une prostituée apprend à Jeff et son équipe que 4 jeunes chercheraient à vendre du... On va taper direct et puis c'est tout. Ouais. C'est typiquement le genre de délit que chassent les policiers du 16e pour éviter que le secteur ne devienne incontrôlable. Okay. Les jeunes, suspectés de vendre du cannabis, les voici. Monsieur, bonjour. Ils viennent d'une cité de banlieue parisienne. On a une pièce d'identité ou pas? Merci. Vous venez d'où, les gars? Qu'est-ce que vous glandouillez là dans le bois là? Très vite, Jeff va leur faire comprendre avec un peu d'humour qu'ils n'ont rien à faire là. Qu'est-ce que vous venez faire? On va faire un petit tour. Un petit tour pour quoi faire? Allez, là, on est entre hommes là, alors expliquez-moi. Vous venez pour user des charmes des filles du bois? On les connaît bien, vous savez. T'es un amoureux de la nature. Hein, t'es écolo en fait. Si, tu viens respirer le bon air du bois de Boulogne. Extraordinaire. Allez les gars, non, il y a du bazar là-dedans. Vous n'avez pas de produits stupéfiants, les gars? Les policiers ne trouvent pas de drogue. Pourtant, ils vont clairement mettre les 4 jeunes en garde. Là, les gars, c'est vous demander si elles fument du stup, d'accord? Voilà ce qu'on a, les échos. Elles sont pas là pour ça. Elles sont pas là pour ça. Elles se droguent pas. Tu vois, renseigne-toi bien, tu verras que... Ah, mais vous avez fouillé, on n'a pas de drogue. Attends, me prends pas pour un nouveau-né. Il y en a d'autres qui ont essayé avant toi, et ils sont tous tombés. Alors, si vous avez une mauvaise intention, c'est pas ici que ça se passe. Vous êtes d'accord? Vous les laissez tranquilles. Soit tu viens au client, tu montes, tu fais faire une pipe, tu repars chez toi, soit tu restes chez toi. Voilà. On a compris? Bonne journée, messieurs. T'as bien pigé? On a fait un petit contrôle de prévention. Ils savent qu'on est là, ils savent qu'ils n'ont rien à proposer et qu'ils ne... c'est pas leur place ici. Voilà. Pas d'interpellation cette fois-ci, mais quelques jours plus tard, cette collaboration avec les prostituées va s'avérer beaucoup plus payante. Non, mais bougez pas. Attends, il sort. Bougez pas, il sort, voilà. Il a un bonnet sur la tête, il a un blouson foncé avec un col fourrure. Ok, reçu, Jeff. Depuis quelques minutes, Jeff et son équipe surveillent 7 hommes. Ils rôdent autour des voitures en stationnement. Merde, attends. Putain. C'est une des prostituées qui travaille plus loin, qu'on connaît bien, qui nous a donné l'information. Elle connaissait le signalement de l'individu, elle nous a prévenu de sa présence, et voilà. Il remonte le talus, il arrive au contact d'une bagnole. Ok, je l'ai. À l'autre bout du talkie, un policier caché observe la scène. Visiblement, l'homme tente de fracturer un véhicule. Bien, là, okay, attends, il a sorti un outil de sa poche, je crois.
Il enlève la capote. Voilà, il essaye d'ouvrir la capote de la voiture. Il a essayé de la découper là. Subitement, le voleur prend la fuite, Il s'en va de la Fiat. dérangé par le retour de la propriétaire du cabriolet. Bon, il démarre, il fait demi-tour, il revient vers le carrefour là et il prend vers Porte Dauphine. Porte Dauphine, toujours assez rapidement. L'homme ignore qu'il est suivi. Il est rapidement rattrapé. Ouais, ok, on va le serrer. Attends, je suis tout seul, hein. Faut que la bleue, elle passe devant moi. Hein. La bleue, c'est l'autre voiture des policiers. Très vite, le véhicule du suspect est encerclé. Ça cul la gueule, ça cul les deux. Allez, ça suffit l'ancien là, on a assez rigolé maintenant. Hein. Surprise, le voleur est un sexagénaire. Non, mais tu déconnes, allez, tu déconnes. Allez, ça suffit. Ça fait des jours et des jours qu'on court après toi, ça suffit maintenant. On a assez rigolé, hein. Moi j'en ai ras-le-bol de courir derrière toi comme un con là. Et Jeff semble bien le connaître. Il est où le couteau? Il est dans mes poches. Donne-le-moi. Mais non, dans le poche. Donne-moi le couteau. La poche. Mais je peux pas vous le donner, j'ai les menottes. Dans quelle poche? Quelle poche? Pour les policiers, il est impératif de trouver l'objet utilisé pour fracturer la voiture. C'est une preuve supplémentaire. Parce que moi j'en ai ras le cul de tes conneries là. Voilà, il est là, le couteau là. Vous savez que ça? C'est ça. Ok. Moi je laisse ça là, c'est pas grave. On retourne tous là-bas, d'accord? Ok, allez. Ça fait des jours et des jours qu'il tourne là dans le bois de Boulogne. Il fait plein de conneries, donc il fallait mettre fin à ça. Donc là, aujourd'hui, on intervient. Ça suffit. C'est fréquent les vols à la roulotte dans le bois de Boulogne? Oui, ici, et surtout ici, là, autour du lac, parce que c'est un secteur où il y a beaucoup de gens qui viennent faire du sport, qui laissent des affaires personnelles dans leur voiture pendant qu'ils vont faire le petit tour du lac en footing. Il m'a dit que c'est avec ça qu'il a découpé. Donc voilà la voiture de la dame qui a été, la capote qui a été découpée, avec le petit couteau qu'on a trouvé sur lui. La propriétaire du véhicule, la voici. Parce que, apparemment, il n'a pas réussi à voler dedans parce que la dame était en train de promener son chien au niveau du lac. Nous, on était cachés derrière les buissons là-bas avec le collègue. Et la dame est remontée, lui, il a vu, et donc c'est pour ça qu'il est parti, il a pris la fuite. Vous étiez où? Vous promeniez votre chien? Ouais. Ah bah voilà. J'avais un pressentiment. Vous avez des choses importantes dedans? Il est dans la voiture. Et la victime tient à avoir une petite explication avec son voleur. Eh ben, engagez-vous, donnez un chèque, donnez l'argent. Je vous fais un chèque tout de suite. Non, ça marche pas comme ça. Malicieusement, l'homme essaye de dissuader la dame de porter plainte. Il vous dit ça parce qu'il connaît la procédure, madame. Il le sait bien, sans une plainte, il ne sera pas poursuivi. Si vous déposez plainte, madame... C'est comme ça, c'est la procédure légale, monsieur. D'accord. Il n'y a aucune indulgence à Et lui, il avoir le sait pour très vous. bien. Aucune. Voilà, c'est très bien, madame. Parfait. Il essaye de rouler la plaignante. Non, c'est fini les discussions. Là. Attends, il dit je vais vous donner un chèque et puis comme ça je vous dédommage pour les réparations. Bien sûr. Elle a dit non madame, l'écoutez pas. Non, mais c'est un malade ce mec. Bien sûr, ça fait des années qu'il fait ça. Ça fait des années qu'il fait le con. Malgré les tentatives de négociation du suspect, la propriétaire du véhicule est bien décidée à porter plainte. Vous venez madame? Bonjour monsieur. Bonjour, asseyez-vous, je suis l'OPJ de permanence. Je vais vous placer en garde à vue pour des faits de tentative de vol à la roulotte. Face à l'officier, l'homme tente encore une fois d'échapper à la sanction. Il affirme ne pas avoir prémédité son vol. Pour quelqu'un qui est passé au hasard devant une voiture, vous êtes quand même vachement bien équipé quand même. Hein. Mais non, mais ça, je venais de réparer ma voiture avec ça. Et qu'est-ce que vous réparez avec ça sur votre voiture? Mon autoradio que j'ai essayé d'enlever parce qu'il déconne. J'ai que ça, mais comme outil. Le policier n'a pas l'air convaincu. Alors le voleur essaye de se trouver une autre excuse. Pourquoi vous avez... Je sais pas, non mais j'ai disjoncté, je sais pas, mais c'est vous avez déchiré pour quelque chose, hein? Non, pour rien comme ça m'a fait. Alors on déchire pas une vache comme ça quand même. Oui, mais vous, parce que vous êtes normal, monsieur, mais moi je suis pas normal, c'est différent. C'est un truc de fou. Mais c'est pas la première fois ça pourtant. Ah ça, c'est la première fois que je le fais, oui, mettre un coup de couteau dans une vache, oui. Oui, et vous avez déjà fait des voitures? Oh, il y a très longtemps. D'accord. Il y a très longtemps, les fichiers de la police ne racontent pas vraiment la même histoire. Ça y est, ah bah c'est vachement vieux, monsieur. Vol à la roulotte, avril 2009, mai 2007, pardon. Dégradation volontaire de véhicules. Vous avez été interpellé rien que sur cette page-là plus de 25 fois. Non mais il y a des trucs amnistiés là. Et d'ailleurs, par le passé, l'homme a déjà trouvé Jeff sur sa route.
Ça fait combien de temps qu'il vous a interpellé? Il y a 15 ou 20 ans. C'est pour ça que je veux voir si... D'accord. Moi, je m'en souviens très bien. Et c'est rigolo de 15 ou 20 ans plus tard de se retrouver. On a tous vieilli, on a pris des cheveux blancs. Oui, c'est vrai. On est un petit peu jeune. Vous étiez plus fin, plus maigre. Oui, ah bah oui. On a tous pris un peu de... Bon, ouais, c'est amusant. Ok. Ah mais on charge rien, on ne dit que ce qui a été fait, hein. On ne cherche pas à te... Non, on est réglo, il n'y a pas de souci. Allez, go. Ça n'est pas Jeff, mais les juges qui décideront de son sort. L'homme risque jusqu'à 5 ans de prison ferme. Tour Eiffel, Trocadéro. De nuit comme de jour, ce sont plus de 7 millions de touristes qui visitent chaque année ces sites exceptionnels. Une population qui dépense beaucoup d'argent et qui attire vendeurs à la sauvette et petits escrocs en tout genre. Ils sont des centaines, souvent sans papier, qui survivent grâce au tourisme. Ici, le top des ventes, ce sont les tours Eiffel miniatures et les sacs à main. Un commerce illégal auquel les policiers du 16e tentent de mettre un terme depuis des années. Alors, 1 ou 2 fois par semaine, c'est Opération Sauvette. Aujourd'hui, c'est Sandrine et ses collègues qui s'en chargent. LTCH de Sierra Saint Alpha, vous avez 4-5 avec des gros baluchons verts qui se dirigent vers vous. Mais difficile pour les policiers de passer inaperçus. À force de les voir, les vendeurs à la sauvette connaissent les visages de tous les fonctionnaires du 16e. On va essayer de se fondre dans la masse au niveau du parvis. Je sais bien, on va essayer parce que bon, on va être reconnu tout de suite. S'ils veulent avoir une chance d'en interpeller quelques-uns, Sandrine et ses collègues vont devoir courir. Regardez, celui du milieu là, il ramasse ses affaires. Regardez. Ouais, attention, les vendeurs sauvettes commencent à remonter vers le parvis. Ça remonte vers le parvis déjà. Ça court. Vous voyez les gros baluchons qu'ils ont. En quelques secondes, des dizaines de vendeurs à la sauvette plient bagages. Ils sont poursuivis par la police et quelques-uns se retrouvent encerclés. Allez, posez tout. Descends, je me fâche. Descends. Tout de suite. Tous contre le mur. Allez. Premier qui bouge. Cet homme qui tente de fuir n'a ni papier, ni titre de séjour. Il craint d'être expulsé du pays. T'es con ou quoi? En réalité, les expulsions sont rares. La plupart du temps, les vendeurs à la sauvette écopent d'une simple amende. T'as déjà été arrêté? Non. Tu vas m'aider à porter ton sac. Leur marchandise, en revanche, est détruite. Chaque mois, des centaines de sacs à main et de tours Eiffel finissent à la poubelle. Ces vendeurs à la sauvette occupent le Trocadéro depuis des années. Mais l'été dernier, d'autres individus se sont installés un peu plus bas, sur le pont d'Iéna. Et ils se sont lancés dans une arnaque très lucrative. Le jeu de bonne taux. Pour comprendre leur technique, nous nous équipons d'une caméra cachée et nous faisons passer pour des joueurs. Le principe est simple. Sur la table, 3 palets et sous l'un d'entre eux, une petite pastille blanche. C'est le palet gagnant, celui qu'il faut trouver. On trouvait la noire, vous avez perdu, on trouvait la blanche, vous avez gagné. Regarde bien, Mise de départ, 50 €. Et celui qui gagne empoche 2 fois sa mise. Vous avez perdu. Tournez, vous avez gagné son, bravo, bien joué. La blanche. Mais en réalité, le jeu est truqué. Cet homme est un complice, tout comme celui-là et ces 2 femmes. Autour de chaque table, 4 ou 5 faux joueurs que le manipulateur laisse régulièrement gagner pour vous inciter à jouer. Comme ici, regardez bien, il est très facile de savoir où se trouve le palais blanc. Qui a vu la blanche, câștig 1,50, qui l'a vu? 10%, open. Vous avez gagné, bravo, bien joué. En revanche, lorsque nous décidons de jouer, la manipulation est beaucoup plus rapide. La scie noire, je vous explique noire, Pierre, elle s'appelle la blanche. 1, 2, il est où la blanche? Il est où? Il est où maintenant? Impossible de trouver.
et l'homme nous incite à miser le plus d'argent possible. Vous voulez son, je paye du son. Allez-y, encore 50. Ah non, j'ai que ça. C'est que ça? Nous lui donnons 50 €. Vas-y. Non, non. Et on perd à tous les coups. Forcez la planche par les noirs. C'est pas grave, je fais encore une fois. Ah bah oui, mais on a plus de sous. La planche, vous avez gagné. Cette escroquerie bien rodée est en pleine explosion, comme l'a constaté Greg du groupe de soutien à la police de quartier. Ça fait 3 mois. 3 mois, on a commencé avec une petite table de bonto avec 4 personnes. 4 personnes qui se livraient à ça. Et aujourd'hui, donc 3 mois plus tard, on en a comptabilisé entre 30 et 35. Donc ça a pris une ampleur phénoménale pour un si petit pont. Mais on a eu des victimes qui ont perdu entre 200 et 400 € sur une table. Donc c'est énorme. Dans quelques minutes, Greg et ses collègues vont tenter d'interpeller ces joueurs de bonto. Ça, c'est à toi. Et vous verrez aussi que dans le très chic 16e arrondissement de Paris, se cache parfois une terrible misère sociale. Vous avez balancé une chaise. Non mais monsieur, je rigole pas là. Après 1 heure de repérage, Greg du groupe de soutien à la police de quartier a identifié une dizaine de joueurs de bonto. Et dès qu'un touriste se fait plumer, il intervient. Bloque tout le monde. À cette table, les policiers interpellent l'organisateur. Et visiblement, son business marche bien. Ses dernières victimes, c'est ce jeune couple suisse. Ils ont joué, un billet de 100, et ils ont perdu. Les 2 touristes ont pris les complices pour de vrais joueurs. L'arnaque a fonctionné. Ils ont tout joué et ça a vu très sérieux. Ils ont joué et dit ah ok, nous avons pensé on peut aussi gagner. Les policiers demandent au couple suisse de désigner les fameux complices. Lequel, lui, là? Je lui ai demandé maintenant. Ça, que c'est non élégant. Là-bas, au fond, là-bas, qui il est? Oui. La jeune femme repère celui qui aurait empoché son argent. C'est cet homme, adossé contre le mur. Un billet de 100 € est justement retrouvé dans sa poche. Ça, c'est à toi. Vous faites quoi dans la vie, monsieur? Comment? La poste. Vous avez retiré ça à la poste? D'accord. Ah, d'accord. Cet homme, un autre complice présumé, mettez-vous là-bas. et cette femme, qui tentait de s'éloigner discrètement, sont également interpellés. Passeport. Passeport? Ouais, vous. Passeport? Non. Quel pays? Roumanie. Yes. L'avantage, c'est qu'ils ne sont pas tous partis. On a réussi à en récupérer pas mal. Et notre touriste de Suisse nous en désigne 2-3 encore qui sont aux alentours. Donc on rassemble tout le monde, on confirme tout ça. Et je pense qu'on va ramener tout le monde. Avant de partir, les policiers détruisent les tables de bonto. Les 4 Roumains sont ensuite conduits au commissariat, où ils seront placés en garde à vue pour jeu de hasard sur la voie publique. Un délit passible de 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Le manipulateur des palais est le premier à être entendu. Pour mettre fin à son activité et le faire condamner le plus lourdement possible, les policiers doivent prouver qu'il a bien monté cette escroquerie avec ses complices. C'est la première fois qu'il est interpellé pour ça? Il sait que c'est interdit en France. La victime a essayé de les empêcher. Oui. Mais malgré la présence d'un traducteur, l'homme fait mine de ne pas comprendre et minimise son implication. J'ai su que sur le pont à côté de la Tour Eiffel, il y avait des gens qui jouaient au bonto. J'ai posé un carton et j'ai fait la même chose. Je ne connais pas les 3 autres personnes interpellées. L'homme et ses complices seront relâchés après 24 heures de garde à vue, en attendant leur procès. Les victimes suisses, elles, n'ont pas pu récupérer leur argent dans l'immédiat. Il a été placé sous scellé jusqu'à la décision de justice. Mais dans le 16e, il n'y a pas que les escrocs et les voleurs extérieurs à l'arrondissement qui mobilisent les policiers. Ils ont aussi affaire à une population particulière. Une population aisée, pas toujours très respectueuse de l'uniforme. En poste depuis 1 an, Pascal, brigadier de police secours, le constate chaque jour. On va sur un tapage. Donc le quotidien du vendredi et du samedi soir. À Paris, c'est bien connu, le week-end, on adore faire la fête. Le problème, c'est que dans le 16e, où plus de la moitié de la population dépasse les 50 ans, ça dérange les voisins. Ouais, je suis sur place, vous avez un code d'accès? Dans cet immeuble, un habitant a appelé la police, excédé par la musique provenant d'un appartement voisin. Bonsoir, messieurs. Bonsoir.
C'est la police. À l'intérieur, un digne représentant de la jeunesse dorée. Accessoires à la mode, vêtements de marque, et autour de lui, de joyeux camarades, prêts à faire la fête, et pas du tout impressionnés par la police. Vous allez faire l'objet d'une verbalisation pour tapage nocturne. Et elle est de combien l'amende? Ça peut aller jusqu'à 1 500 €, monsieur. 1 500 €, pas suffisant pour gâcher la fête de ces jeunes gens. Cette intervention a même l'air de les amuser. Bah oui, ça fait partie de notre travail, mademoiselle. Bah c'est comique, bah ouais, oui, il y avait vraiment trop de bruit. Des étages en dessous, on entendait la musique et les bruits. Il va falloir dire à vos amis qu'ils arrêtent de claquer les portes. Et la musique aussi. Le policier prend sur lui, jusqu'à un certain point. Venez un peu sur le palier, là. Non, je reste à l'intérieur, je suis chez moi. Non, vous venez sur le... Non, mais on veut discuter avec vous. Il n'y a rien de mal, monsieur, on veut discuter avec vous. Provocateur, le jeune homme prétend même apprendre la loi aux policiers. Et vous n'avez pas de décibelomètre pour... On n'en a pas besoin la nuit, monsieur. La nuit, on n'en a pas besoin. Puis je crois qu'au niveau des décibels, il n'y a pas photo. J'espère que le message est passé, jeune homme. Le calme est revenu. C'est le tribunal de police qui fixera le montant de l'amende. Quelques minutes plus tard, Patrick est appelé sur une autre affaire. Et cette fois, plus rien à voir avec une petite fête entre amis. On va avenue Bugeaud pour une bagarre familiale. Dans ces quartiers aisés, comme partout ailleurs, se nouent parfois des drames familiaux sur fond d'alcoolisme ou de violence conjugale. Ouais, c'est reçu. Vous avez plus de précisions concernant cette bagarre familiale? C'est un habitant de cet immeuble qui a appelé la police. L'homme aurait entendu des hurlements de femmes. Patrick n'a pas plus d'informations, alors il questionne les voisins. Ouais, c'est reçu. Vous avez entendu des cris, des appels au secours, non, peut-être? Des cris, oui, j'ai entendu des cris, mais je ne sais pas qui c'est. D'accord, d'accord. C'est un peu vague, une bagarre familiale, on ne sait pas si c'est une simple bagarre ou si ça peut être avec des armes. Ou... Pascal et son équipe avancent prudemment dans les étages. Ils n'ont qu'une solution, écouter aux portes. Comme ils n'entendent rien, ils frappent au hasard. Et finissent par tomber au bon endroit. Reste pas devant la porte, Claudie, on sait jamais. Bonsoir, monsieur. Vous êtes tout seul? Vous avez votre femme avec vous? On peut discuter 5 minutes avec vous? On peut rentrer? Vous êtes disputé, monsieur? Ouais. Tiens, vous allez voir mon collègue, vous discutez avec mon collègue 5 minutes, là. Il va vous poser quelques questions. L'homme aurait frappé sa femme. Alors, pour éviter que la situation ne s'envenime, les policiers l'emmènent discuter sur le palier. Tous les soirs, c'est la même chose? Non, pas tous les soirs. Selon lui, il s'agit d'une simple dispute. Sa femme ne gagnerait pas assez d'argent. Il faudrait qu'elle assume un petit peu aussi le loyer. Mais ça, c'est pas le souci de la police. Mais à l'intérieur de l'appartement, les policiers découvrent sa femme et sa fille. En larmes, visiblement choquée, elle livre une autre version des faits. Vous êtes disputé? D'accord, c'est votre mari? D'accord. Ça, cette personne, c'est qui? Votre fille? D'accord. Ok. Première question. Est-ce que vous avez été violenté? Est-ce que vous avez besoin des pompiers? Est-ce que votre fille ou vous avez reçu des coups? Visiblement, oui. C'est vous, mademoiselle, qui vous êtes pris des coups? C'est pour maman qui en a reçu. D'accord. On m'a donné une claque sur le visage. Une claque sur le visage. D'accord. Il m'a lancé par terre et puis après, la chaise. Il vous a frappé avec la chaise. L'homme a été violent. Pour les policiers, pas question de le laisser passer la nuit avec sa famille. Mais pour l'emmener, ils ont besoin que sa femme porte plainte. Est-ce que vous voulez déposer plainte? Parce que la situation, madame, ne peut pas rester comme ça. Comme souvent, en cas de violence conjugale, cette femme en arrive même à trouver des excuses à son mari. Ça fait presque plus d'un an. D'accord. Plus d'un an, d'accord. Il n'arrive plus à se contrôler, surtout quand il boit. Il a bu beaucoup ce soir?
Il est descendu boire dans le bar. D'accord. Mais en fait, je pense qu'il a besoin d'aide. Ok. Finalement, la femme va promettre de porter plainte le lendemain. Mais avant d'embarquer son mari, Pascal veut qu'il prenne conscience de la gravité de ses actes. Vous avez balancé une chaise. Non mais monsieur, je rigole pas là. Non, mais moi je rigole pas là. D'accord? C'est des violences intrafamiliales, c'est un délit. D'accord? Donc on n'est pas en train de rigoler là. Non, moi je ne voyais pas non plus. Maintenant, monsieur, ça a dépassé un stade là. C'est les voisins qui nous appellent de l'immeuble à côté. Vous m'entendez les cris de votre femme? Mais là, il faut stopper net là. S'il vous plaît. Moi, je peux moi-même lui demander de porter plainte. Amenez-moi et puis pour moi, ce sera vraiment un soulagement, je vous assure. On ne va pas laisser prendre le risque de laisser cette personne dans l'appartement avec sa femme. Et puis, je pense que demain matin, les idées seront plus claires pour tout le monde, savoir si sa femme veut toujours poursuivre ou déposer plainte. Voilà. Madame, vous venez fermer, s'il vous plaît? En attendant, l'homme est conduit en cellule de dégrisement pour y passer la nuit. C'est l'un des 50 000 cas de violence conjugale constatés chaque année en France. Même dans les beaux quartiers, quartiers riches, il y a de la misère sociale et notre rôle est aussi d'intervenir en tant que, même si ce n'est pas notre travail, d'assistante sociale. Comme dans un tiers des cas, l'homme est sous l'emprise de l'alcool. Ok, ça fait 2,04 g dans le sang. Chaque semaine en France, 3 femmes meurent sous les coups de leurs compagnons. Là, vous allez vous reposer un peu. Et le 16e arrondissement n'échappe pas à la règle.